Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord. Toute l'actualité foot. Christian Palka. Maxime Lictefoot. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord. Notre Facebook est celui de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord, l'émission foot du lundi consacrée à nos trois clubs professionnels, Lille, Lens et Valenciennes. Tribune Nord, une émission animée par votre serviteur et aussi par Maxime Lictefoot de France 3 Nord-Pas-de-Calais, qui vous présente les invités. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Exactement, il y en a beaucoup. 32e émission et dernière. Pour tirer le rideau ce soir, grande tablée. On va commencer par ma gauche. Benoît de Quevauvillers, journaliste à Médiacité et France Bleu Nord. Bonsoir. François Launay, journaliste à 20 minutes. Bonsoir. Cédric Van Goten, agent de joueur. Bonsoir. Philippe Châtelain, journaliste, aux couleurs des 100 et or pour ceux qui ont l'image. Absolument, bonsoir. Jean-Marc Devret, journaliste à France 3. Bonsoir. Le programme, Christian. Alors au sommaire ce soir, la fin des rêves de Ligue 1 des supporters lensois. Lens fera une 5e saison consécutive en Ligue 2. C'est de ça dont on va parler rapidement. Ensuite, au LOSC, pour les joueurs, c'est depuis une semaine déjà les vacances, mais ça commence à bouger. On parle déjà de mercato avec déjà une bonne nouvelle. Et puis, naturellement, Valenciennes, avec deux questions. Quel avenir pour Valenciennes et avec quel coach ? Je parle pas du président, j'ai dit quel avenir pour Valenciennes et avec quel coach ? On vous rappelle que Tribune Nord est une émission interactive pour la dernière. Comme d'habitude, vous pouvez partager le direct sur Facebook et nous laisser vos questions en commentaire. Avant tout cela, comme d'habitude, on passe au carton. Tribune Nord, les cartons. Comme d'habitude, les cartons, bleu pour un coup de cœur de la semaine, rouge pour un coup de gueule. Messieurs, nous sommes 7, donc on fait attention à pas partir sur un carton, 2 cartons, 3 cartons qui durent 3 minutes. Ouais, tout le monde, pas grand monde n'a de conseils à prendre. Moi, je vais essayer d'aller assez vite pour donner du temps à mes camarades. Eh bien, allez-y, monsieur Palka, dans votre grande bonté. Alors, mon carton, il sera bleu, c'est-à-dire un coup de cœur, et je vais le partager pour 2 personnes. 2 personnes qui étaient hier au stade, nous étions à Dijon, c'était au stade Gaston Gérard. Le premier, c'est pour ce pauvre Jérémy Vachou, quoi. Je l'ai vu repartir. Il était triste, j'avais mal au cœur pour lui. Il a fait 2 bourdes. Ça arrive, mais dans ce milieu très professionnel où les enjeux sont énormes. Benoît a parlé de 25 millions. Vachou, il a dû avoir ça sur la conscience. Mais j'étais vraiment triste pour lui. Ça, c'est la première personne. Et la deuxième personne, j'étais aussi triste pour lui parce que je le regardais quand il a compris que Lens montrait pas. Il était triste, et lui pour lui, parce que c'est pour Florent Nyanga, c'est l'attaché de presse de Lens, c'est lui qui s'est occupé de nous toute la saison, et il s'est très bien occupé. Exactement. On le remercie. Un grand pro. Il avait peut-être, moi je pense, et on est plusieurs à penser, il avait peut-être un espoir de rester, si jamais Lens restait en Ligue 1. Mais monter en Ligue 1, mais du coup avec le PSE, du coup Florent va nous quitter. Je l'ai appelé, il m'a pas répondu. Il est peut-être même déjà parti. Donc on va se rappeler de lui, qui a bien fait son boulot. C'est pas évident dans ce métier-là, et on sait de quoi on parle. Jean-Marc Devret, votre carton. On sera un carton rouge suite au match d'hier à la Ligue de football professionnel pour sa volonté de cacher les problèmes, en l'occurrence celui de la tribune visiteur hier qui n'était pas du tout dans un état pour accueillir. J'ai craint un moment qu'on revive le même drame de la Licorde. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le coup d'envoi a été retardé de 15 minutes sans que le public soit vraiment prévenu. Ça s'est passé, nous on l'a constaté au moment, puisqu'on pouvait filmer jusqu'à 45 minutes du coup d'envoi, quand les supporters de Lens sont arrivés. Et là donc c'est que les tribunes supporters sont sont surveillées par le club adverse, en l'occurrence c'est donc les services d'Agora qui accueillent, qui encadrent les supporters, les tribunes, qui nous ont dit que tu es venu voir, il y a un problème, il y a des trous, la tribune est extrêmement dangereuse. Donc ma collègue Noël Gribaldi qui filmait donc l'espace d'un moment, donc a commencé à filmer les trous, voir la commission de sécurité qui était là, voir ce qui passait. Elle a filmé à peu près 2 minutes, et donc elle a été ensuite, on lui a repris son chasuble, on a été vidé, je dirais, de la tribune, mais même du terrain, tout simplement parce que la Ligue avait une volonté de ne pas montrer ce qui n'allait pas. Donc il y avait un vrai problème sur une tribune qui rappelle celle de Furiani, c'est-à-dire donc on rappelle les drames. Et tout ça, c'était quand même très inquiétant. Ça prouve quand même que le public lensois était quand même très maltraité, et surtout la volonté presque de faire de la censure de la Ligue du football, ça n'est pas nouveau.
D'accord, c'est bien noté. En tout cas, ces cartons de Christian et de Jean-Marc rejoignent pas mal ceux des supporters sur le Facebook de France Bleu Nord. On a Patrice qui nous dit effectivement, comme vous Jean-Marc, carton rouge à la Ligue et notamment au parquage visiteur dijonnais. Et puis Jean qui nous dit merci Vachou, on ne t'en veut pas. Voilà, les supporters lensois qui sont pour beaucoup très compréhensifs avec leur gardien et qui le remercient pour ces 5 années. On va revenir sur Vachou quand on va parler de Philippe Châtelain, votre carton. Une histoire de gardien aussi. J'aurais pu mettre un carton rouge à Jean-Louis Léca pour l'ensemble de son œuvre. J'ai préféré en mettre un bleu à Nicolas Kossic, qui est le gardien du Mans Football Club. À la 90e minute, Le Mans mène à Ajaccio 1-0. Il y a pénalty pour Ajaccio. Le match peut être pourri. Il arrête ce pénalty et sur le dégagement, eh bien, il y a Rocco, je crois, qui fait une bicyclette merveilleuse et qui envoie Le Mans en 2e division. Ça va faire plaisir aux 20 000 supporters lensois, ce que vous dites. Eh bien, je sais pas, mais enfin, en tout cas, moi, j'en veux pas, absolument pas. On va en parler après. Donc, à Jérémy Vachou, enfin... On va en parler de Jérémy Vachou. Un petit mot sur Nicolas Kossic qui est prêté au Mans par Valenciennes. Oui, il est originaire de Maubeuge. Oui, j'ai oublié de le dire. Cédric Van Goten, votre carton. Un carton bleu, je suis déjà tourné vers la saison prochaine, moi. Ah, bah voilà. Et donc, vous êtes agent, c'est normal. Et donc, la bonne nouvelle de la semaine qui vient de s'écouler, c'est le bon passage devant la DNCG de Lille et de Lens. Bah c'est ça la bonne nouvelle. Moi, quand je disais une bonne nouvelle pour le LOSC, c'est ça. Demain, Valenciennes, on espère une bonne nouvelle, même si j'ai un peu plus de crainte. On va en parler aussi de cette passage de DNCG avec une expression bien à moi, la queue en trompette. Voilà, il a préparé depuis quelques minutes. Non, mais c'est une vanne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Facilement, quoi, les bras levés. Je ne la connaissais pas, mais voilà. François Launay, votre carton. Un carton bleu pour la semaine. Vous paraissez un peu désabusé. Non, pas du tout. Non, mais parce que je vais vous expliquer parce que ça c'est. Il a endormi. Ça s'est terminé en autre boudin. Oui, on est revenu en voiture. J'ai fait 10 heures de route aller-retour avec Christian Palka et Benoît de Covilly pour aller à Dijon. Bon, ça marque un homme quand même. J'aurais pu mettre un carton bleu pour mon mental, mais bon. Et vous avez conduit un peu. Et j'ai un peu conduit. Non, mais plus sérieusement, carton bleu pour l'engouement extraordinaire qu'on a vécu autour du Racing Club de Lens avec ses supporters depuis 15 jours et c'était folle épopée des barrages. Émouvant. Moi, il y a des images qui me resteront marquées. L'accueil du bus des joueurs lensois jeudi à Bollaert. La réaction. Quand on s'est croisés jeudi, vous aviez les yeux écarquillés, vous n'aviez jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Jeudi, c'était extraordinaire. Le Bollaert qui tremble, véritablement, quand Bellegarde ouvre le score. Les 25 000 spectateurs hier sur le parking du stade Bollaert pour suivre le match et exploser de joie au moment où Duvernay égalise. On a vécu des choses très très belles qui nous ont rappelé quand même la passion de ce public incroyable. Il y a très peu de clubs en France qui ont la chance de compter là-dessus. Ne l'a pas. Même. J'ai pas envie de rentrer dans le jeu des comparaisons. Non, j'ai pas envie Tout le Pas-de-Calais. J'ai pas envie d'entrer dans le comparaison. Mais c'est vrai que ce public lensois, il est impressionnant, il est incroyable, il est hors norme. Il mérite la Ligue 1. Bon, pour l'instant, son équipe est en Ligue 2, mais c'est pas un hasard si toute la France du foot voulait que Lens remonte en Ligue 1, c'est en partie aussi pour ses supporters. Sauf la partie dijonnaise de la France, quand même. Benoît de Quevilly, votre carton. Moi, je vais mettre un carton rouge de la déception à l'encontre de Philippe Montagnier. Je trouvais d'abord carton rouge amer. C'est un bon entraîneur, mais je trouve que sur cette phase finale de barrage, il a cédé à la pression, notamment en pétant un câble au moment de l'expulsion de Jean-Louis Léca, parce qu'on parle de l'attitude de Jean-Louis Léca, mais Philippe Montagnier n'était pas mieux. Pour laisser ses joueurs dans le match et les rendre sereins, c'était quand même pas le meilleur exemple. Il a pété un câble en conf de presse après Lens-Dijon, le match aller jeudi, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de brouhaha dans le fond de la salle. Il a crié, hurlé un grand coup dans le micro. Oui, parce que la zone mixte est très mal faite et qu'il y a Guillaume Gillet qui répondait à d'autres questions. Certainement, mais la façon de le faire n'était pas très élégante. Donc je pense qu'il était très stressé. Hier, il était hyper stressé. Il a dit, j'ai pas envie de parler aux journalistes, mais je vais quand même vous dire 3 mots. Je trouve que ce garçon, il a cédé à la pression, alors que c'est un roi de la communication. En général, il maîtrise tout. Il maîtrise souvent dans l'humour, d'ailleurs, l'humour taquin. Et là, je trouve qu'il a un petit peu dévissé. Il a profondément manqué de sérénité. Il était déçu. Et puis, hyper il était aussi marqué par la blessure de Fortes. Non mais d'accord. Je parle aussi des 4 derniers matchs. Et puis surtout, j'ai quand même quelques doutes sur son coaching, notamment Walid Mesloub à Paris, pour moi en deuxième mi-temps, qui n'a absolument rien fait, était une erreur. Hier, Mesloub en deuxième mi-temps, pour moi, c'était également une erreur. Justement, on a des questions sur 2-3 choix.
mais j'étais... Sur 2-3 choix, je trouve qu'il n'a pas été au top. Voilà, il n'a pas été au top. Je m'adresse à nos techniciens, il va falloir vous débrouiller pour nous mettre 1 heure à 62 minutes. Hein. Bon, rapidement, mon carton, justement, Benoît Dequevilliers en parlait, c'était un carton bleu que je voulais donner à Jean Rickner Bellegarde. Qui fait une fin de saison très très bonne, et d'ailleurs c'est pas surprenant, on en reparlera peut-être un peu après à propos de Lens, c'est pas surprenant qu'il soit si suivi par de nombreux clubs de Ligue 1. Il a fait une fin de saison en boulet de canon à l'image de Lens, ou si ce n'est que c'est lui qui a en partie porté le RC Lens sur cette fin de saison. Moi je vous avoue qu'en début de saison je ne le connaissais pas du tout, et c'est vraiment une très très bonne surprise. Voilà, donc carton bleu à Jean Rickner Bellegarde, et puis on va passer au RC Lens. Tribune sang et or. Alors on a déjà parlé du RC Lens dans les cartons abondamment, on va continuer parce que là ça, c'est quand même un gros sujet. Alors le titre, c'est la fin des rêves de Ligue 1 des supporters lensois. Lens sera une 5e saison en Ligue 2. J'ai compté en 11 ans, c'est 8 saisons en Ligue 2 pour 3 saisons en Ligue 1. Ça fait peu. C'est-à-dire, c'est dire si les problèmes entre guillemets du Racing Club de Lens ne datent pas quand même d'aujourd'hui. Lens est en train de manger son pain noir. Hein. Ouais. Ils ont jamais. Ça fait un petit bout de temps qu'ils bouffent. Mais ils n'ont jamais connu ça. On en parlait justement. Il s'en est passé des choses dans la voiture, dans la voiture sur le retour de. Il y a du temps de voiture. Il faut occuper. On a préparé l'émission. On a préparé l'émission et on a regardé un peu les. En fait, une 5e saison d'affilée en Ligue 2, c'est pas arrivé souvent au Racing Club de Lens. La dernière fois, c'était entre 68 et 73, où il y avait même eu une période en CFA, enfin 4e division. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, Lens est complètement rentré dans le rang et est en train de vivre l'une des périodes les plus compliquées de son histoire, qui est plus que centenaire. Donc ça veut dire qu'en ce moment, c'est très compliqué pour les Sanglots. Ce qui est rageant dans cette période, c'est qu'il y a 2 montées qui se ratent, qui se manquent. Pas grand-chose sur le dernier match. On va pas rappeler, mais voilà, la non-montée avec le but d'Amiens à la dernière minute. Il y a 2 ans. Ici, là, maintenant, ce but à un quart d'heure de la fin qui tue tout espoir. Et si je me trompe pas, sur ces 11 ans, c'est 11 ans, sur ces 11 ans, c'est-à-dire c'est 8 saisons en Ligue 2, 3 saisons en Ligue 1, le seul entraîneur à avoir maintenu 2 années de suite, Lens en Ligue 1. Non, 1 année de suite. Une seule fois. Non, ils les ont maintenus, donc il a fait 2 années de suite. Il a fait 2 saisons en Ligue 1. Oui. C'est Jean-Guy Wallem. Voilà, on l'oublie un peu, Jean-Guy, mais donc il n'y avait quand même pas, sauf erreur de ma part, j'ai essayé de rechercher, pas trouvé, mais je me rappelle qu'il avait fait ces 2 saisons. Il y a quand même pas, il avait fait du bon boulot quand même, Jean-Guy. Hein. Jean-Guy, il fait la saison de la descente en Ligue 2, il enchaîne avec une saison en Ligue 1 où il maintient le club, et à la moitié de la 2e saison en Ligue 1, au mois de décembre, il quitte le club. Alors, il n'est pas vraiment envoyé. Il dit qu'il démissionne. Enfin, je pense que c'est un arrangement peut-être avec Gervais Martel à l'époque. Et c'est Laszlo Bologna qui fait les 6 derniers mois. Et on se rappelle que c'était une catastrophe. Une catastrophe. Le club descend. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est la mise en parallèle entre le sportif et le plan social qui est en train de se faire au Racing Club de Lens. Quand on fait un plan social, c'est qu'on n'est pas forcément en bonne santé. Donc, ça m'inquiète par rapport au mercato, par rapport à l'équipe qu'on va reconstituer l'année prochaine. Voilà. Benoît Dequevilliers, il y a une idée bien à lui sur ça, sur le plan social, sur le fait que il faut dégraisser, on est obligé et que. Non, mais c'est dites-moi ce que vous m'avez dit. Oui, mais c'est un petit peu hors de propos, mais je trouve qu'il y a quand même une magie dans le foot. Ça veut dire que dès qu'il y a un plan social dans n'importe quelle entreprise de ce pays, tout le monde crie haro, voilà, sur la bête, on stigmatise, salaud patron, etc. Voilà. C'est quand même pas bon signe. Mais moi, si je peux vous contredire. Mais attendez. Non, mais ce que je veux dire par là, et bien évidemment qu'à chaque fois que des gens perdent leur travail, c'est quand même une catastrophe pour eux avant tout. Et là, dans le foot, finalement, on trouve ça assez normal. Moi, j'ai entendu dire depuis des années, Gervais Martel avait une armée mexicaine, il devait dégraisser son club. En fait, envoyer 40 personnes au chômage, on trouve ça plutôt bien dans le foot, alors que dans n'importe quelle autre industrie, dans n'importe quel autre secteur... Y compris parmi les supporters, parmi lesquels il y a quand même pas mal de chômage. Alors, pour répondre... Non, mais si, c'est le discours global qu'on entend. Pour répondre juste à Philippe... Même sur les fonctionnaires, il y en a qui sont pour supprimer les fonctionnaires et d'autres non. C'est un débat qu'on peut avoir, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un club de foot par rapport à une industrie normale. Moi, je trouve quand même qu'on trouve on entend dans l'inconscient collectif une sorte d'aisance à dire, allez, voilà, il faut restructurer le club, etc. Non, mais juste pour terminer, pour répondre directement à Philippe,
Gervais Martel avait fait un choix durant ses années de présidence. Il avait dit, avec moi, il n'y aura jamais de casse sociale. Alors ça va coûter horriblement cher. On aura toujours un très gros budget parce qu'il faut assumer et un effectif pléthorique et des infrastructures horriblement chères. Mais ne vous inquiétez pas, je trouverai l'argent. C'est ce qu'il disait systématiquement. Aujourd'hui, on a un autre président qui est beaucoup plus pragmatique, qui lui dit, je vais remettre l'entreprise en conformité avec les moyens dont elle dispose. Voilà. Alors certains pensent que c'est parce qu'il s'inscrit dans le long terme et qu'il est là pour remettre l'entreprise viable, y injecter un peu d'argent pour recruter en espérant monter. D'autres pensent qu'il habille la mariée, comme on dit, pour rendre l'entreprise sexy et pouvoir la vendre correctement le jour venu. Voilà. Son discours, vous étiez là, Jean-Marc Devray. Son discours hier dans les couloirs de Dijon, je trouve qu'il était un peu émouvant. Il était ému. On sentait qu'il y avait parce qu'il s'est pris au jeu de cette fin de saison, de cet engouement. Et je pense, je ne sais pas, on verra. Mais je pense qu'il ne va pas laisser tomber le club. Et justement, il n'a pas parlé très longtemps, puisqu'il a répondu à deux questions en disant bon, merci messieurs, je m'en vais. Mais il a dit quand même à la fin, notre objectif l'année prochaine, ce sera de remonter. Notre objectif sera de monter. Donc, il a même dit plus fort que ça. Il a dit monter directement. Non, il a dit beaucoup plus fort que ça. Il a dit nous dans le bassin minier. Ça veut dire qu'avant qu'il arrive à Lens, il n'avait jamais vu le bassin minier de sa vie. Non, c'est politique. Donc ça veut dire que c'est de la com. Ça veut dire que c'est de la com. On n'est pas que de la com. C'est de la com. C'est de la com, mais de la com avec effectivement, je rejoins Maxime, une part de politique, d'émotion. Il était sincère quand il était un président lointain, puisque au début de sa présidence, les 2 premières années, il venait pas souvent. Londres, c'est pas loin. Il était à Londres, il regardait ça de loin. Aujourd'hui, je trouve qu'il est beaucoup plus présent dans il est là depuis le début des barrages. Oui, mais il y a aussi des gens à côté de lui qui lui ont dit Joseph, tu ne peux pas diriger à distance. Un président doit régulièrement être dans son entreprise. Laissez passer Maxime. Moi, je voulais la donner à Monsieur Van Goten. Monsieur Van Goten, non, ça peut ne pas être de la com, parce que si la déception d'hier est bien gérée, moi je pense que c'est de la com. Ce qui a été vécu là les 15 derniers jours, ça peut être un élément moteur pour la saison prochaine. Ça a pu forger quelque chose à l'intérieur du club, à l'intérieur du groupe. Attendez, quand il voit, il est quand même impressionné par le public. Il nous l'a dit plusieurs fois. Quand vous avez un public pareil, un stade pareil, des installations pareilles, vous vous dites, et un peu d'argent, vous pouvez gérer le truc pour faire monter, et que vous savez aussi que tout le monde en Ligue 1 souhaite le retour de Lens parce que c'est un vecteur de popularité et tout. Et d'audience télé. Et il se dit, lui, c'est son business. Il se dit, il est dans les affaires, il sait comment ça marche. Il se dit, je vais tout faire pour y aller. Il va. Sauf que voilà, il y a cette incertitude. Sauf que ça va être dur. Ça va être dur parce que hier, on n'est pas vraiment revenu sur le match d'hier, mais hier, ça joue à quoi la Ligue 1 ? Ça joue à 20 minutes. Oui. Je veux dire, au moment où on va revenir. Faut qu'on revienne un peu plus sur le match après. Ça joue au match aller peut-être aussi. Je suis très pragmatique. Jusqu'à la 70e minute, il y a Dijon-Lens, un but partout, et jusqu'à preuve du contraire, à ce moment-là, on va en prolongation. Je bois vos paroles. Et en prolongation, tout est possible. Et à ce moment-là, on a surtout le sentiment que Dijon, c'est plus trop quoi faire, et commence un peu à reculer, et à se poser des questions. Antoine Comboiré l'a dit, si le match va en prolongation, nous sommes très mal, parce que ces bonhommes, ils étaient à moitié nazes. Donc c'est vraiment, alors tout le monde dit oui, il y avait plus il y a clairement une supériorité offensive de la part de Dijon par rapport à ses individualités, mais hier sur l'ensemble du match, très sincèrement, alors Lens n'a pas été très offensif, mais même sans être trop offensif, à 20 minutes de la fin, ça fait 1-1. Il a fallu une boulette, une énorme erreur de Jérémy Vachou qui change évidemment tout et qui fait que Lens rate la montée en Ligue 1 finalement à pas grand chose. Je voudrais qu'on revienne sur. Il n'y a pas eu 5-0. Il n'y a pas eu 5-0. Je voudrais clore ce qu'on avait lancé juste avant. À Tours, on a eu cette réflexion-là il y a quelques années. À Tours, et on a eu cette réflexion-là il y a quelques années. Il n'y a plus de club aujourd'hui. D'accord. Donc je ne dis pas que. C'est pas Lens. C'est pas Lens. Tours, c'est pas Lens, Philippe. J'aimerais bien, en tant que Tourangeau de naissance, j'aimerais bien, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Non, d'accord, mais il n'y a rien d'impossible. Non, mais on est dans un Donc club moi, je suis inquiet quand même du fait qu'on fasse un plan social. Revenons 2 minutes sur Vachou. Sur Vachou. Bon, moi, je voulais dire absolument, c'est pour ça que je voulais l'équipe absolument. On a fait toutes les stations-service. Mon cher Joël, il n'y a plus d'équipe dans les stations-service, c'est terminé. Il n'y a plus de journaux tout court. Je parle de Joël de Meneghetti. Bon, je savais qu'il allait être sévère, mais enfin, il fait son boulot, Joël. Il y a la note de 1. Et la Voix des Sports met la même note. D'accord, donc 1. Ce garçon, quand il voit ça, il doit se dire, oh là là,
je pense qu'il il a réagi sur les réseaux sociaux. C'est François qui me faisait remarquer ça tout à l'heure. Jérémy Vachou qui a dit qu'il était très attristé par le résultat et les conséquences de ses erreurs. Donc à lui, il a aussi écrit: les faibles se trouvent des excuses ou des circonstances atténuantes. Je n'en ai pas. C'est pas la fin de la citation, mais en tout cas, il assume totalement. Et il comment dire. Est-ce que ça peut alors là, je parle aux footeux que vous êtes tous, mais vous n'êtes pas des gardiens. Moi, j'ai un peu joué gardien. Je suis gardien du temple, moi. Est-ce que c'est dommage que Tony n'est pas là? On le salue, Tony est sur la route, il reviendra. On le salue. S'il avait été là, on lui aurait posé la question. Est-ce que ça peut l'handicaper dans le futur? Ça va le marquer. Je pense que la gestion mentale qu'on va faire de son intersaison à Orléans va être très importante pour le mettre en confiance et le rassurer. La chance qu'il a, entre guillemets, c'est qu'il change de club. C'était prévu depuis plusieurs mois, il était en fin de contrat, il part à Orléans, il va se laver la tête, donc il ne sera pas au quotidien avec les supporters sans heurts qui pourtant l'apprécient. Il y a beaucoup de supporters qui aiment bien voilà. Et il n'aura pas à porter le poids sur ses épaules de cette responsabilité-là devant le public. Comme dit Benoît, le match avant et même dans ce match-là, mais surtout le match avant, il y avait fait des face-à-face. À 3 en prolongation devant Fortuné, c'est lui qui sauve la maison. Il y a toujours des petits malins dans sa carrière qui vont lui rappeler ce moment noir de sa vie. Non, c'est des imbéciles. C'est des imbéciles. Comme on est dans un milieu quand même qui est assez égocentrique et qu'à chaque fois qu'on peut en envoyer une biscotte, on l'envoie, il va traîner ça quelques années, c'est certain. Jean-Marc qui voulait partir tout à l'heure, je vais lui donner la parole parce qu'il voulait pas rester. Oui. Mon cher Jean-Marc. C'est absolument pas vrai. Non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, Vachou, je suis un peu comme vous. Je suis désolé de ce qui est arrivé parce que ce garçon charmant, il a un très bon gardien. On a tous été touchés. Il a vraiment connu une soirée de cauchemar, mais celui qui a connu la plus grosse soirée de cauchemar hier, c'est quand même Steven Fortes. Oui, Fortes. Puisque déjà, il est à l'origine de la première bévue. Ça va mieux. On va donner des nouvelles, ça va mieux. Hein. Il est rentré à Lens. Il est sorti, il a mis une photo sur les réseaux sociaux, il avait un œil un peu plus petit que l'autre, un peu gonflé avec quelques marques, mais ça avait l'air d'aller. Il a donné des nouvelles rassurantes. On l'a vu d'ailleurs quand il a été évacué, puisqu'il est passé devant nous d'un truc. Effectivement, il était fortement marqué. Vachou est dans le coup, là, dans cette affaire. Oui, tout à fait. Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que Vachou, ce qu'il a peut-être marqué, effectivement, c'est ses 2 bourdes, mais je crois qu'il est encore plus marqué par le fait d'avoir gravement blessé. Il a envoyé Steven Fortes. Voilà, c'est ça, ce qui bien sûr n'était pas volontaire. Et je vous rappellerai quand même que Steven Fortes est aussi en partie responsable au match aller. Oui. Et que ce garçon a eu beaucoup de mal à finir les barrages. Il a un peu tiré la langue sur les barrages. Et si le cas avait été là, ça se serait peut-être pas passé comme ça. Parce que ça. Il est 19h25, c'est le moment de la revue du net, c'est la dernière revue. C'est dans un quart d'heure, vous vouliez dire. Oui, c'est dans un quart d'heure, mais vous allez nous raconter vous allez nous dire ce que vous racontez dans la revue du net. Exactement. On parlera on parlera seulement d'anciens Lillois, on parlera de Benjamin Pavard, mais aussi d'anciens joueurs qui ont plus évolué avec le LOSC, Michel Bastos, Eden Hazard et même Divock Origi. Tribune sang et or. Allez, on revient à Lens parce que l'événement fait que tout le week-end, on a un peu le week-end et jeudi, toute la semaine, on a été sur Lens, on a encore des choses à dire. Alors autour de la table, Maxime Lictevoux de France 3 Nord-Pas-de-Calais, Benoît de Quevauvillers, Médiacité, mon ami. Comment je m'appelle? C'est Cédric Van Gotem, agent de joueur, France Wallonnais 20 minutes. Alzheimer déjà. France Wallonnais 20 minutes. Philippe Châtelain, ancien journaliste. Et puis Jean-Marc Devret, France 3 Nord-Pas-de-Calais. On revient sur Lens. Vachou, donc on a parlé de Vachou, donc il va aussi bien, il est jeune, il va s'en mettre, il va à Orléans. Il va peut-être pas disputer tout de suite des matchs parce qu'il y a l'enjeu du match aussi. Pourquoi il fait les deux boards. Est-ce que c'est pas qu'il y a une pression énorme? Est-ce que c'est pas ça? Moi, je pense psychologiquement, je pense qu'il n'était pas prêt. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il a très bien géré son entrée à 3. Il a fait un match aller qui était plus que correct. C'est juste sur cette action-là, ça se joue en une fraction de seconde. Il choisit pas assez vite s'il fait une passe ou s'il dégage en touche. Donc il s'en mêle les pinceaux, il s'emmène mal la balle sur son pied gauche. Il y a déjà le fait qu'il reçoive une balle en arrière de Steven Fortes. Déjà Fortes est un peu responsable au départ. Pendant le match, j'ai dit exactement la même chose. J'ai dit moi à la place de Fortes, cette passe-là, je la fais pas. Par contre, la deuxième erreur vient de la première. C'est sûr. Benoît de Quevauvillers. Ne parlez pas tous en même temps. Et puis, messieurs, faut aussi se dire qu'il y avait un adversaire
Et d'ailleurs, on a posé la question. À un moment donné, on discutait avec Joël, vous, Christian et Antoine Camboiré. Et on parle de la faute de Vachou. Et Camboiré dit, à ce moment-là, on les pousse à faire la faute. Parce que Slity, Wesley Saïd et le petit Sori Kaba, ils ont quand même, excusez-moi, mis un sacré boxon dans la défense française. Kaba était lourd. Hein. Il y a plusieurs fois où c'est passé à 2 doigts de la correctionnelle parce que Dijon dominait ce match. L'attaque dijonnaise était bien meilleure que ce qu'a pu montrer l'attaque lensoise. Et qu'à un moment donné, étant donné que physiquement, il faisait très chaud, les joueurs lensois étaient quand même un peu émoussés. On sentait que c'était la rupture sur pas mal d'actions. Et je pense que cette faute, elle est provoquée par le pressing que fait Wesley Saïd, puisque c'est lui ensuite qui conclut l'action de Kaba. Il y a plusieurs réactions sur les réseaux sociaux de la part des supporters, notamment lensois, mais pas seulement. Les supporters lillois et valenciennois réagissent aussi au fait que Lens reste en Ligue 2. Il y a Max notamment qui vous rejoint, Benoît, qui dit que voilà, faut pas non plus oublier que Dijon, sur ces 2 matchs, on a beaucoup parlé de Lens parce qu'on est un média régional, mais Dijon n'avait rien à envier à Lens sur ces 2 matchs, si ce n'est que Dijon était même un tout petit peu supérieur. Dijon est 18e de Ligue 1, donc c'est plutôt logique qu'il soit supérieur. Lens a fini 5e de Ligue 2, qui a un écart, c'est complètement normal. Est-ce que vous l'avez vraiment vu sur les 180 minutes? Techniquement, clairement. Offensivement et techniquement, oui, il y avait un véritable écart entre les deux. Maintenant, match aller 1-1. Surtout sur le match retour, j'ai trouvé techniquement. Oui, mais match aller 1-1. Match retour 3-1, mais ça se joue à 20 minutes de la fin, donc ça c'est pas ça n'a pas fait 4-0, 2-0, rien à dire. Il y a eu un vrai match sur le barrage aller-retour. Le premier but de Dijon, c'est sur un temps fort. C'est sur un temps fort lensois, quoi. Avant que Vachou fasse sa première erreur, Lens est en train de dominer vraiment. On se demande, on est à peu près sûr qu'ils vont marquer. Vous parlez du deuxième but dijonnais avant l'erreur de Vachou. Oui, ça c'est vrai. Le but qui on avait le sentiment que Lens était en train de prendre l'ascendant. Je ne sais pas s'ils allaient marquer, mais ils étaient en train d'instiller le doute dans les têtes dijonnaises. Ça a commencé à reculer inconsciemment du côté de Dijon. Il y avait encore 20 minutes, donc c'est long. Mais voilà, tout aurait pu se passer. Et n'oubliez pas non plus qu'à demain, Lens a une grosse occasion. Le coup franc de Chouard qui est détourné. Et c'est le gardien Bobby Alain qui le sort en corner. On parle de Vachou. Moi, je pense que c'est à Bollard qu'on loupe le col. Dans la première période de Bollard, on doit rentrer à la mi-temps à 2-0. On doit rentrer à mi-temps à 2-0. Alors, bien sûr, j'ai eu des grandes discussions avec Benoît là-dessus. On n'est jamais d'accord. Lui, il amène cette statistique. Donc, évidemment. 0 tir cadré, Philippe. Oui, d'accord. 0 tir cadré en une mi-temps. D'accord, mais la possession de balle. Oui, mais on a gauche, droite. On a dominé toute la première mi-temps. Alors, hier, il n'y a pas que Vachou qui a fait un mauvais match. Il y a Yannick Gomis aussi. Il y a l'animation la note de Joël Benedetti, elle est 3. On l'a pas vu. Il n'y a pas eu de ballon offensif, il n'y a pas eu de bon contrôle. Alors, ou peut-être que Philippe Montagnier s'est trompé un peu. La veille, c'était la veille, on avait été au point presse et il avait été interrogé sur la chaleur, notamment par Joël d'ailleurs. Et il avait répondu demain soir à Dijon. J'ai regardé, il fera 18 degrés. On est d'accord qu'on y était tous. Il faisait 10 degrés de plus. Il faisait 28. 30. Il faisait 20, il faisait 10 degrés de plus. Gomis, il était quand même un petit peu au diesel, là. Hein. Après, n'oubliez pas, par où Lens a dû en passer pour arriver jusque-là. Physiquement, ils étaient éprouvés aussi. Oui. La fin de match à l'aller, ils sont cuits physiquement. Dijon en profite aussi c'est à ce moment-là que Dijon en profite pour égaliser. La fin de match hier, alors il y a eu beaucoup de faits de jeu et qui ont là pour le coup sans doute les a perturbés psychologiquement, mais même physiquement. Voilà, le marathon des barrages a fini par peser à la fin. C'est une certitude. Moi, je crois qu'il n'y a pas un si gros écart que ça entre Dijon et le Racing Club de Lens. Je vous rejoins au niveau technique peut-être, mais sur l'intensité et sur les 2 matchs cumulés, je pense que Lens est peut-être passé à côté de quelque chose. Ça s'appelle l'énergie du désespoir. Pour moi, Lens peut avoir des regrets éternels sur ce double affrontement. Complètement. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Sur le match aller, déjà, moi je suis d'accord. Ça s'est joué à rien. Pour moi, ça s'est joué à rien. Je suis d'accord que ça se soit joué au match aller parce que à 1-1, ça veut dire qu'au match retour, Dijon a pu à la limite laisser venir et après lancer ses 2 flèches et c'était un peu du gâteau à partir de ce moment-là. Ils étaient qualifiés à 0-0 avec vous parce que Lens quoi qu'il arrive devait marquer à Dijon hier, ils l'ont fait. Donc le retard du match aller, ils l'ont rattrapé, l'égalisation du Duverne. C'est que les 2 équipes étaient égalisées sur les 2 matchs. Et c'est eux qui sont dans l'avantage. Et très sincèrement, on peut refaire l'histoire du match aller, mais peut-être que ça aurait joué différemment au match retour d'un côté ou de l'autre.
le vrai basculement, pour moi, c'est pas au match aller, c'est la 70e minute, le dégagement de Vachou raté, et là, c'est fini. Non, bien et sûr. là, c'est terminé. Mais juste pour revenir sur ce que disait Benoît tout à l'heure, parce qu'il disait qu'effectivement, il n'y avait pas de tir cadré, j'ai pas vérifié, mais je vous fais confiance sur les statistiques, au match aller. Moi, ce qui me frappe au match aller, on en parlait un peu en tribune de presse, c'est que les Lensois, ils ont la possession, mais ils n'ont pas la possession sur la ligne médiane. Ils ont la possession dans les 30 mètres adverses. Et pour moi, il y a beaucoup trop d'attaquants ou de joueurs offensifs lensois qui ne prennent pas leur chance à l'entrée de la surface, notamment sur leur mauvais pied. Yannick Gomis ne tente pas du gauche. Fabien Santonze à l'entrée de la surface, il est latéral droit, d'accord, mais il peut tenter un tir du gauche. Ils ont dû tirer à Dijon hier soir 4 fois. Mais je vous parle du match aller. Attendez, à 20 mètres, systématiquement, ça a été contré. Moi, je vais quand même vous dire un petit mot. Allez-y. Il faut arrêter avec la possession de balle, ça ne veut plus rien dire. Je vais vous reprendre les termes d'un éditorialiste après la Coupe du Monde en Russie. L'ère de la possession de balle est terminée. Aujourd'hui, la seule vérité dans le foot, c'est l'efficacité. Et hier, il y avait 2 très bons attaquants sur le terrain qui s'appellent Naïm Sliti et Wesley Saïd, qui sont des joueurs. Et Kaba Moins. On connaît un peu moins. Sliti, Saïd, c'est du niveau top Ligue 1, c'est du niveau facilement première partie de tableau. Et les attaquants dans l'Ansois, c'est du niveau Ligue 2. C'est du niveau moitié de tableau Ligue 2, à part Gomis, effectivement, qui a mis 17 buts. Mais globalement, Thierry Ambrose, c'est beaucoup trop jeune. Bellegarde, mais tout le monde nous parle de Bellegarde. Mais il n'est pas attaquant. Cambouaré, Casanova, Sicora et Montagnier estiment que ce garçon est un remplaçant. Alors oui, peut-être qu'il est bien sur les 3-4 derniers matchs. C'est le Lucas Moura du Racing Club de Lens. Je vous parle du secteur offensif globalement. Qui hier à Lens a montré un visage de joueur capable d'évoluer largement en Ligue 1. Moi, je pointerais plus du doigt Greg John Kay, qui n'a absolument rien montré. Mais oui, qui est lui, il n'a jamais rien fait de rien. Vous avez vu jouer Sliti et en tout cas, où je rejoins Benoît, c'est effectivement ce qui, à mon avis, fait la différence sur l'ensemble des 2 matchs, c'est quand même les individualités, en l'occurrence, les 2 que vous avez cités, Wesley Saïd. Et surtout Naïm Sliti, qui est très bon depuis qu'il est à Dijon. Je rappelle qu'il a joué à Lille, on ne l'a pas conservé. Il était pas très bon. Oui, mais enfin, il avait un potentiel. Il n'était pas le plus beau. On ne lui a pas donné sa chance. Et je crois que c'est un des regrets qu'on a. Et d'ailleurs, apparemment, même les publics lancés ont oublié qu'il avait été lillois, puisque rappelez-vous qu'au match aller, Florent Balmont a été quand même abondamment sifflé. Alors que Sliti, on l'a oublié. C'est parce qu'à Lille, il est passé inaperçu. Oui, surtout, il n'a pas joué longtemps. Je pense que la force aussi de Cambouaré hier, c'était le match aller à Bollard, à 1 but partout, à 0-0. Il est qualifié, mais 2 lignes de 4. Et ils prennent le but quand même. C'est ça, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. Oui, mais c'est un coup de pied arrêté, c'est pas vraiment. Encore une fois, on va rappeler que Cambouaré. Si Dijon a gagné 2-0, d'accord. Cambouaré, sitôt le match fini, il a poussé un gros ouf de soulagement. Ah, bah évidemment. Par où on est passé. Ce qu'il vous a expliqué sur le but de Duverne. En fait, sur le but, surtout pour son avenir. Sur le but de Duverne, Lotoa, qui est au marquage de Duverne, se fait bouffer. Non, mais il saute pas. Il saute pas, il a une cheville énorme et il sort d'ailleurs un peu en deuxième mi-temps. Cambouaré nous explique. Lotoa, déjà avant le match, avait mal à la cheville. Il a dit, coach, ça va tenir, je vais aller au bout. Mais sur le but de Duverne, Lotoa ne saute pas. Il y a aussi un duel qui est bien gagné par Duverne, licitement, mais il y a un beau duel avec les coudes et les épaules aussi gagné par Duverne. Je pense que les deux explications sont valables. Oui, mais Lotoa ne saute pas. Et pour répondre à Philippe, l'avenir d'Antoine Cambouaré, il s'en contrefiche, parce que de toute façon, c'était prévu qu'il ne resterait pas à Dijon. Mais sur son CV, ça aurait fait tâche de faire descendre Guingamp et Dijon la même année. Je lui ai dit. Il va venir se maintient sauf sa réputation. Excusez-moi, mon cher François, mais dans la descente ou dans l'échec ou la réussite d'une équipe, il y a un peu les joueurs aussi. Vous savez, demain, vous pouvez entraîner 15 équipes de chèvres, vous risquez de descendre 15 fois. Vous tombez pas de la lune et vous savez très bien que dans le foot, le premier qui saute, c'est toujours l'entraîneur. Oui, mais je pense qu'Antoine Cambouaré n'aura aucun problème tant qu'il le voudra à trouver des équipes à entraîner. On arrête. Alors maintenant, la suite. Dans 15 minutes, le Palcapif? Non, il n'y a pas de Palcapif, autant pour moi. J'ai rien à dire. Voilà, le Palcapif. Sur la saison prochaine, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Christian, il aimerait bien miser sur Non, mais on n'a pas fini encore un petit peu sur Lens. Alors maintenant, la suite. C'est-à-dire, on s'est aperçu que pour remonter, c'est très dur. Et on discutait dans la voiture, l'année prochaine, il va y avoir encore un paquet de prétendants. Et à commencer par Caen et Guingamp qui vient de descendre. C'est quand même des grosses écuries. Ils sont habitués à remonter. Lorient qui vient de prendre Pélissier. Le Havre qui vient de prendre Paul Le Gouet. Ça va être Lens, évidemment. Auxerre qui a pris Furlan. Non, mais attendez, c'est pas parce que Lorient a pris Pélissier. Et Le Mans qui sur sa dynamique. C'est pas parce que Lorient a pris Pélissier qui vont monter. Et 3 qui est là aussi.
Et 3, c'est pas parce que Lorient a pris le Pélissier qu'ils vont monter. Ils avaient Michael Landreau. Mais Pélissier, c'est un super entraîneur. Landreau dans chaque jambe. Ouais, je suis 100% d'accord avec Benoît. C'est l'homme qui a construit Amiens. C'est pas parce que vous aimez bien. Le problème, c'est que vous faites tout à l'affectif. Si vous aimez bien quelqu'un, c'est un génie. Si vous l'aimez pas, il est pas bon. Non, mais vous jugez Landreau sur 2 saisons, monsieur. Il a même pas fait les barrages sur 2 saisons, Michael Landreau, avec un effectif. On verra le nombre de conséquent. On en reparlera. Pas le capif. Non, mais attendez, Christian, regardez ce que Pélissier a fait avec Amiens. C'est extraordinaire ce qu'a fait Pélissier à Amiens. Et ce qu'il avait fait avec Lusnac avant. Mais il a été stoppé par des conditions. Donc c'est un génie. C'est un très bon entraîneur, je vous le dis, moi. C'est un très bon entraîneur. Pourquoi le PSG le prend pas? Mais parce que ça. Attendez, si on cherche des génies, PSG cherche des génies depuis 10 ans, ils n'en trouvent pas. Pourquoi ils ne le prennent pas? Non, il faudrait leur poser la question, monsieur Al-Khalafi. Ce sont surtout des grands entraîneurs étrangers qui ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Ce qui est effrayant aussi, c'est qu'on va reprendre l'entraînement dans combien là? Alors, dans 3 juillet. Sauf qu'ils ont que 3 semaines et demie seulement de préparation avant d'attaquer la saison qui débute le 27 juillet. Voilà, lancer Lille le 1er juillet. En Ligue 2. Lens et Valenciennes. Et Lille, c'est 2 semaines plus tard. Oui, la seule chose. Enfin, ce qui est intéressant. Lens, c'est le 17 juin. Il reprend le championnat qui reprend le 28. Ce qui est intéressant pour Lens, et on va terminer avec Lens, ce qui est intéressant pour Lens, c'est qu'il va y avoir, on ne sait jamais, mais une certaine forme de stabilité. Le staff technique va rester, il n'y aura pas de grands changements. C'est plutôt dans l'équipe qu'il va peut-être y avoir des changements. Il y a pas mal d'arrivées qui ont été évoquées. Il y aura moins d'instabilité que la saison dernière. 19 départs, 15 arrivées l'an passé. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Et avec ça, il passe à 20 minutes de la Ligue. C'est bien de le rappeler, ça. Ouais, il ne faut pas oublier. Ils sont repartis, Philippe Montagnier, à sa décharge, est reparti avec une feuille blanche complète. Ah bah oui, il a eu tout à bâtir. Donc voilà. Moi, je voudrais quand même qu'on m'explique comment on peut gagner les 10 premiers matchs sur 11 joués, en gagner 10 en début de saison, et d'un seul coup, Alors, il y a eu Radovanovic, il y a eu Tarat blessé, mais ça a été remplacé. Il y a eu Banza, il y a eu Jean-Kévin Duverne. C'est quand même incroyable. Il y a eu des victoires très flatteuses. Il y a des équipes qui sont arrivées plus tardivement en forme. Des internautes nous disaient tout à l'heure, ce qui est quand même dommage avec Lens, c'est qu'ils font un très bon début de saison, une très bonne fin de saison et rien au milieu. Et c'est vrai que au final, ça leur porte sûrement un peu préjudice. Allez, messieurs. Vous faites pas mal, Christian. Vous faites pas mal. Voilà, on a fini avec Lens. On a quand même été, on a été complet avec Lens. On a fait plaisir, j'espère, aux internautes lensois. Mais les autres internautes, c'est impatient. Alors maintenant, c'est votre revue du net. Pourquoi vous avez parlé d'anciens joueurs lillois? Ouais. Pourquoi Eh ben, je parle d'anciens joueurs lillois. Ça fait un peu des heures, non? Non, c'est pas pour ça. Tout simplement parce qu'il y a Tribune Nord, le tour du net. Des anciens Lillois, parce qu'il y a des anciens Lillois qui ont fait l'actualité cette semaine. Tout simplement, je voulais commencer par Benjamin Pavard, dont j'ai parlé à quelques reprises. On suivait un peu en filigrane tout au long de l'année ses déboires avec son club de Stuttgart. Triste fin pour Pavard à Stuttgart, puisque son club descend en 2e division en Allemagne. Alors lui, ça ne va pas l'impacter tout de suite, puisque même pas directement, parce qu'il part au Bayern Munich. Mais voilà, c'est quand même un peu dommage pour Benjamin Pavard. Stuttgart qui l'a révélé, qui lui a permis d'aller à la Coupe du Monde. Malheureusement, ça s'est joué là aussi sur un barrage, aller-retour. 2 matchs nuls, 0-0 chez le 3e, l'Union de Berlin, et un match nul de partout concédé à domicile. Il y a eu des blessures chez Pavard, mais ce que je trouve étrange, toujours dans le championnat allemand, c'est qu'on puisse signer dans un futur club en plein milieu du Vachou l'a fait, mais c'est vrai que c'était la situation différente. Il était en fin de contrat. Ouais, n'interrompez pas Maxime dans son... Autre Lillois, je sais pas si ça va être mon petit quiz rapidement. Est-ce que vous saviez ce que faisait Michel Bastos, l'ancien Lillois? Non, actuellement? Ouais, actuellement. Dans quelle club il était? Non. Quel âge il a d'ailleurs? Il a 35 ans. C'était un petit piège, il était sans club depuis janvier 2019. Et bien, il a re-signé dans un nouveau club de 2e division. Non. Il a signé en 2e division brésilienne, l'América Mineiro. Ils sont derniers de leur championnat de 2e division. Ce n'est pas une fin de carrière donc pour Michel Bastos, mais ça commence quand même Ça, c'est une grosse info. Quand même. Ça, c'est une grosse info. Énorme. On va parler tout à l'heure. On va regarder les matchs sur les week-ends. J'espère bien. Le football brésilien, on ne sait jamais. Non, et aussi, surtout, je voulais terminer, et ça fera la transition avec le LOSC juste après. Vous avez regardé les finales de Coupe d'Europe et quand même il faut souligner que les anciens, les formés au LOSC ont brillé. On rappelle que les Belges en particulier. Eden Hazard a planté un doublé qui a permis à Chelsea de l'emporter 4-1 face à Arsenal en finale d'Europa League. Et Divock Origi, dont on s'est beaucoup moqué, qui jouait très peu, mais au final il avait marqué 2 buts
capitaux en demi-finale face au Barça à Anfield. Et là, il a marqué le but en toute fin de match qui scelle la victoire 2-0 de Liverpool, qui remporte sa 6e Ligue des Champions. On se rappelait déjà que c'était une pierre précieuse, Guy, parce que les dirigeants du LOSC nous le planquaient. À Lille, à l'époque, c'était un peu la star. Ah bah, il ne pouvait pas nous parler. Il n'y avait pas grand monde d'autre. Il passait devant nous dans un genre de... il était protégé. Au début, à la fin, après, on pouvait parler Divock Origi. Ouais, mais bon, il n'a jamais parlé beaucoup. Il n'est pas resté très longtemps en même temps. Tribune LOSC. Allez, on passe au LOSC. Pour les joueurs, c'est fini depuis une semaine. Ils sont en vacances déjà. Mais pour le reste, pour les dirigeants, notamment Luis Campos, ça commence à bouger sérieusement. Et j'ai dit tout à l'heure, avec déjà une bonne nouvelle, Cédric Van Gotem en a parlé. Passage à la DNCG, alors extraordinaire, quoi. D'après ce que vous m'avez dit, voilà. C'est quoi votre expression? La queue en trompette. Ça n'a rien à voir. Attendez, alors pour être clair, ça n'a rien à voir avec ce que vous pourriez penser. Pas du tout. C'est une expression hippique quand le cheval qui gagne la course et qui passe, souvent la queue, elle est, voilà, il est constant, la queue elle est remontée. Ça veut dire en termes gagner facilement. Et là, en l'occurrence, ils ont passé facilement à la DNCG. Ça, c'est quand même une nouvelle. C'est rare. Ces dernières fois, c'était rare. C'est une première dans l'ère Gérard Lopez. Ouais. Ce qui veut dire qu'ils vont vendre Pépé. On est d'accord, ils vont le vendre là? Bah non, il va rester. Non, mais oui, mais on n'a pas de nouvelles. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont le vendre à au moins 70 millions d'euros. On aurait pu faire le palcapif là-dessus. Où va aller Pépé? À Liverpool, là, au Bayern. Son entraîneur avait dit qu'il le voyait bien dans un club tout en rouge. J'aimerais bien comprendre un peu plus facilement le fonctionnement de la DNCG. Parce qu'il y a des moments, on n'y comprend pas grand-chose. Non, mais là, donc, voilà. là, sur ce coup-là, c'est logique. Ils avaient une dette importante à effacer. On sait que Gérard Lopez a étendu son tour de table. Désormais, c'est lui qui a la dette. Le club n'a plus. Le club a été effacé. C'est tout à fait logique que la DNCG ne prennent aucune sanction. Après, c'est quand même... Surtout avec les recettes attendues aussi, avec la Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. En plus, il y a le classement en Ligue 1 qui va leur permettre d'avoir des recettes supplémentaires. Et de fortes ventes de joueurs, probablement. Et les ventes de joueurs. Compte tenu de l'importance de Pépé, compte tenu des rendez-vous du LOSC, avec notamment la Ligue des Champions, est-ce qu'ils sont obligés de remplacer Pépé par, peut-être pas un vrai canon, quoi? C'est pas l'habitude de la maison de mettre beaucoup d'argent dans le recrutement. Lopez, il va d'abord. Et Elliott dans tout ça, Benoît, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Elliott, s'est assis sur sa tête. Parce qu'il va falloir le rembourser, non, pas totalement en tout cas, mais vous savez. Elliott, ils font confiance à Lopez. Non, Elliott, ils font confiance à personne. Et Elliott, ils ont prêté à très haut risque, avec des garanties notamment sur le domaine de Luchin. Et à un moment donné, croyez-moi que s'il faut se payer sur la bête, ils se paieront sur la bête, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour répondre à Philippe, c'est pas un enfant de cœur. Attendez, la DNCG, non mais c'est quand même un joueur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mettre 140 millions d'euros dans un club, alors que vous venez d'arriver sans trop savoir, en prenant Bielsa, etc., excusez-moi, il y a quand même une prise de risque, une part de risque qui est quand même hyper importante. On l'a vu souvent à cette époque-là. Moi, j'ai jamais vu une trace de panique. Il était toujours naturellement. C'est jamais de panique. Chez ces gens-là, ils s'en sortent tout le temps. Oui, parce qu'il avait mis les garanties en place pour ne pas être redevable, lui, sur ses fonds propres. Mais vous savez, la DNCG, c'est quoi? La DNCG, elle étudie la situation d'une entreprise de foot. Elle ne peut en aucun cas donner de conseils sur la façon de gérer cette entreprise. Parce que si un club, et ça c'est un ancien dirigeant qui me l'a expliqué, supposons que la DNCG dise à M. Lopez, il faut faire ci, il faut faire ça, en cas de chute de dépôt de bilan du club, la DNCG pourrait se retrouver devant les tribunaux pour cogestion. Ça veut dire que jamais la DNCG ne donnera son avis sur la façon de gérer en interne. Mais elle peut interdire. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, voilà, vos besoins en financement sont d'autant, pour payer les salaires, pour payer les infrastructures, etc. Montrez-nous des garanties que vous êtes capable de financer autant. Voilà. Ça s'arrête à ça, la DNCG. Il faut juste amener des garanties financières. Mais si vous les amenez pas, vous pouvez pas jouer. Non mais attendez. Pour info, à l'époque de Michel Sédou, le club, le LOSC, était systématiquement endetté à hauteur de 80 ou 90 millions d'euros. Et là, la DNCG disait, monsieur Sédou, comment vous garantissez les 90 millions d'euros? Et lui disait, je me porte caution. Je suis la famille Sédou. La DNCG disait, ah bah oui, la famille Sédou se porte caution, allons-y. Et le LOSC était ultra déficitaire à l'époque de Michel Sédou. Pas 80-90 millions d'euros, c'était moins quand même. 117 millions d'euros de déficit la dernière année.
la dernière année, 117 millions d'euros de déficit. Mais effectivement, Gérard Lopez, il n'a pas la notoriété de la famille Sédou. Il n'a pas des frères, entrepreneurs, pâtés, etc. Donc lui, il doit amener des garanties extérieures. Et je pense que les garanties qu'il a amenées là, c'est les recettes de la future Ligue des Champions, 30 millions d'euros. Pépé, les ventes de joueurs. Une vente, à mon avis, il y a déjà un pré-contrat qui doit être signé quelque part pour un joueur à hauteur de 50 ou 60 ou 70 millions d'euros. Les deux cumulés, ça fait plus de 100 millions d'euros. C'est la moitié de la dette du LOSC sur 2 actions. Donc, à mon avis, Pépé, il partira plus près de 100 que 80. On a toujours dit 80. Je sais pas, plus près de 100, je sais pas. Mais et puis, 70-80. Économiquement, ça, entre guillemets, ça pèse pas grand-chose dans un bilan global, mais on en parlait tout à l'heure avant l'émission. François, le LOSC affiche un record, enfin pas encore un record, mais un nombre d'abonnés déjà de la barre des 20 000 qui aurait été franchie. Ouais, ça traduit un engouement populaire. Ils ont communiqué ça, ils ont communiqué là-dessus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est début juin, la barre des 20 000 abonnés est déjà franchie. La saison dernière, sur toute la saison, c'était 22 000 abonnés. Autant vous dire que là, on n'a pas encore le tirage au sort de la Ligue des Champions. On n'a pas encore, enfin voilà, il y a les gens. Le recrutement, on n'a pas encore l'équipe. Recrutement, ça veut dire que ce sera forcément plus. Et les gens s'abonnent aussi parce qu'ils savent qu'en s'abonnant, on a des avantages pour la Ligue des Champions. Et voilà, moi j'ai les chapeaux. Il va y avoir du très très lourd la saison prochaine. Vous voulez qu'on en parle, Christian? Allez-y. Lille est déjà sûr de tomber sur l'un de ces 7 clubs, qui seraient donc Liverpool, Chelsea, Barcelone, Manchester City, Juventus, Bayern Munich ou Zénith Saint-Pétersbourg. Ça, c'est le premier chapeau, et puis il y a du lourd dans les autres chapeaux. Lille est dans le dernier chapeau. Hein. Voilà, Lille est dans le dernier chapeau. Quoi qu'il arrive, le LOSC tombera sur une de ces 7 équipes. Donc c'est déjà du très lourd. Dans le deuxième chapeau, donc on peut avoir un chapeau Liverpool avec le Real Madrid qui est dans le deuxième chapeau, avec l'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund, Naples, Tottenham, qui était quand même finaliste de la Ligue des Champions cette année, et le Shakhtar Donetsk, qui reste encore 2 équipes à verser dans le chapeau 2. Et dans le chapeau 3, il y a l'Inter Milan, c'est-à-dire l'Inter Milan, Valence, Salzbourg, Bayer Leverkusen, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que Lille peut avoir un groupe Liverpool, Real Madrid, Inter Milan, c'est tout à fait possible. Ça imaginez des affiches et des belles affiches au pire mort. On comprend que les abonnés se précipitent parce qu'ils savent qu'ils vont voir un spectacle. On n'est pas certain de revoir le LOSC la saison prochaine, enfin dans 2 ans en Ligue des Champions. Faut en profiter maintenant. Tirage au sort le 29 août à Monaco, mais de très très grosses affiches à attendre au stade. Je rappelle qu'il y a eu le même engouement sur les abonnements la première année du Grand Stade. Exact. Déjà parce que le LOSC était champion, et puis surtout il y a la Ligue des Champions derrière. Je crois qu'il y avait plus de 28 000 abonnements. Et c'est même le LOSC avant décidé de stopper. De toute façon, c'est quand même des places à vendre. La Ligue des Champions, pour les passionnés de football, c'est voilà. Oui, enfin, on espère produit phare. On espère pour les supporters qui verront un plus beau football que la finale de la Ligue des Champions. Allez, on va passer à Valenciennes. Il nous reste Valenciennes. Tribune VAFC. Alors, quel avenir pour Valenciennes et avec quel coach? Et je vous rappelle que je ne vais pas parler du président Edith Ziek. C'est assez étonnant. Donc ça passe. Donc déjà Valenciennes, qui m'a dit, ça passe demain à la DNCG. Cédric Van Gotham, agent de joueur. Vous êtes un peu le spécialiste de Valenciennes, vous avez beaucoup d'intérêt. Ah bon? Avec des joueurs. Ah non, il y a François Launay qui est beaucoup mieux que moi. Oui, sur François Launay, il est valenciennois, mais vous connaissez bien. Vous travaillez en collaboration avec un agent qui connaît bien Valenciennes, qui a des joueurs, ou qui a eu des joueurs. Qui a eu et qui a. Donc vous savez très très bien ce qui se passe à Valenciennes. Et DNCG demain. Ouais. Et puis ça va dessiner beaucoup sur la saison prochaine. On reste sur la DNCG. Là, Lille a passé facile. Ça joue gros demain. Vraiment gros demain dans la DNCG. Il n'y a pas encore de certitude que ça passe. Moi, les derniers échos que j'ai, c'est que ça devrait passer. Oui. De justesse, mais ça devrait passer avec un budget quand même revu à la baisse. On a un peu raclé tous les fonds de tiroir, des économies vraiment à toutes les échelles. Alors, ce qui va peut-être sauver... Il fut une époque, je n'ai pas noté la date, il y a 2-3 mois environ, quel cas, je ne sais pas si c'est vous Benoît ou vous François, vous aviez parlé de beaucoup de dettes qui s'accumulaient. Non, là les dettes, c'est un déficit. On ne va pas en rentrer dans les détails, mais il y a un déficit structurel à Valenciennes. D'accord. Ce qui a peut-être sauvé le club pour le coup, c'est qu'il y a beaucoup de fins de contrat, donc beaucoup de gros salaires, notamment des gros salaires qui vont quitter le club. Il y a 11 joueurs en fin de contrat, en fin de prêt. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que vous allez perdre des gros salaires, mais il va falloir recruter. Vous allez devoir beaucoup recruter, essayer de convaincre des joueurs de Ligue 2 de venir pour des salaires qui ne sont pas forcément élevés par rapport à la division.
division, donc ça va être beaucoup de jeunes joueurs, je pense, ou des joueurs revanchards. Bref, il y a un immense chantier qui attend le futur coach de Valenciennes, qui ne sera pas donc Réginald Ray, qui ne va pas ça c'est officiel. c'est quasiment fait, mais voilà. A priori, le grand favori désormais s'appelle Olivier Guégan. C'est un entraîneur qui a fait ses classes au Stade de Reims. Il a fait une saison au Stade de Reims et surtout à Grenoble, qu'il a entraîné et fait monter de 2 divisions de CFR en Ligue 2 entre 2016 et 2018. Il était libre, enfin il est libre. Il a rencontré Diziek, il a même visité les installations. A priori, ce serait lui le grand favori. Il y a aussi Didier Olé-Nicole. Qui a entraîné Valenciennes avant Daniel Leclerc. Entre 2000 et 2003, juste avant Daniel Leclerc. Est intéressé, mais il n'est pas sûr. Il est bon, lui. Hein. C'est aussi il a eu des bons résultats à Orléans. Il a des bons résultats. Lui, si on l'appelle, il vient. Mais est-ce qu'on va l'appeler? Je ne sais pas. Mais si on lui propose le poste, il l'accepte. Mais après, il lui reste 3 ans de contrat à Orléans. C'est peut-être ça aussi. Il y a un paquet d'entraîneurs, vu la précarité du métier, il y a un paquet d'entraîneurs, si on les appelle, ils viennent en courant à Valenciennes. Voilà. Quel que soit le projet, quels que soient les joueurs, et j'ai envie de dire, quel que soit le salaire. Ah non, il a raison. Il y a 40 postes en Ligue 1, Ligue 2, 40 postes. Vous voulez je vous dis le nombre de techniciens qui sont au chômage et qui ne trouvent pas de travail. Il y a des gens qui viendraient pour rien. Moi, je vous dis que pour 4 000 € par mois, vous avez un entraîneur à Valenciennes diplômé d'EPF, sans aucun problème. On parlait tout à l'heure du mercato pour aider un club à passer devant la DNCG. On a des supporters qui nous posent des questions, notamment on parle du départ de Mauricio à Lens, 1 million d'euros, c'est dans la Voix des Sports aujourd'hui. Il y a aussi Masson, Santos, Dos Santos qui serait sur le départ. Ça peut aussi permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ils n'ont pas le choix. C'est de façon à chaque année, Edis Diack est obligé de vendre. Ces 3 joueurs-là, ça pourrait faire rentrer combien? Mauricio, Dos Santos et. Ouais, mais on les remplace par qui? Mais justement, on saura demain parce que en fin de contrat. Non, mais de toute façon, on va pas tirer de plan sur la comète. La saison prochaine à Valenciennes, si Valenciennes passe la DNCG, sera extrêmement compliqué. On pourra pas avoir beaucoup d'ambition, à mon sens, puisque on va reconstruire totalement une équipe et pas avec des moyens considérables. Donc ce sera que des paris. François, c'est quoi passer la DNCG? Parce que si on passe, mais avec un encadrement de la masse salariale ou une interdiction de recruter à titre onéreux, ça fait pas beaucoup avancer sur le terrain de la reconstruction pour l'année prochaine. Mais c'est ce qui risque de se passer. Mais c'est exactement ce qui risque de se passer. Une masse salariale encadrée. Il est quasiment improbable que Valenciennes passe la DNCG en sifflant. C'est quoi votre expression? La queue en trompette. La queue en trompette. Ce sera sans doute pas le cas de Valenciennes. Il y a même une vraie incertitude. Est-ce qu'ils vont passer la DNCG? Ah oui. Est-ce qu'ils vont passer la DNCG? On saura demain. Je suppose que dans le milieu économique de Valenciennes, il y a des gens qui sont prêts à venir. Il y a des gens qui sont déjà en embuscade à sauter sur la bête si jamais c'est retoqué à la DNCG. Et l'effet pervers, c'est que imaginez demain ça coince. Les joueurs qui seraient à vendre, les Mauricio, les Robaille, les autres clubs, ils vont essayer de les avoir du coup un peu moins cher parce qu'ils savent que Valenciennes est sous pression et étaient obligés de vendre. Ce qui n'est pas le cas de Lille tout à l'heure avec Pépé où là ils ont plus d'aisance. Allez, cette émission est terminée pratiquement. On va faire le palcapif. Alors naturellement, il n'y a pas de palcapif, étant donné qu'il n'y a plus de voilà. Donc on va faire un Maxime. Vous allez faire un petit bilan. On va faire plaisir à quelques gars, notamment à Benoît de Quevillet. Le palcapif. Monsieur de Quevillet me regarde avec un grand sourire parce que oui, c'est le moment du classement général. Interprétation gratuite. Alors, pour que tout le monde soit un peu au clair rapidement sur les règles, donc c'était 1 point pour le bon pronostic. Quand on a fait des pronostics avec score et que le score n'était pas bon, mais qu'on avait la bonne équipe gagnant tout le match nul, j'ai mis 0,5. Bref, et j'ai ramené ce classement au prorata de la présence, donc il n'y a pas d'injustice entre ceux qui sont moins venus, plus venus. Benoît de Quevillet termine premier avec 34 points. Jean-Marc Devred second avec 27 points. Et très belle remontée de Christian Palka, ici présent, sur la deuxième partie de saison, qui complète le podium avec 25 points. Et moi, je vais vous dire, je vous remercie. Et moi, j'ai terminé dernier, si ça vous intéresse. Non, mais Maxime, je vous remercie. Et je vais dire, on va applaudir Maxime. Bravo. Parce que moi, j'aurais été à votre place, comme c'est vous qui faisiez le règlement. J'aurais un peu magouillé. Hein. Mais moi, je suis pas comme ça. Et vous m'avez pas pris comme ça. Mais comme il n'y a rien à gagner, il faut féliciter sa probité, son honnêteté. Voilà. Parce que c'était pas évident. Je sais qu'il y en a un qui était là, c'est Tony Giaquinto. On salue aussi notre ami, le médecin des dingues.
Lui-même, il est dingue déjà. Ça va lui faire plaisir que vous disiez ça. Vous êtes convoqué la semaine prochaine, Christian Palca. Non, mais on salue Olivier Brochard qui a participé plusieurs fois avec nous et Tony Giaquinto qui est sur la route, qui nous écoute. Lui, il n'est pas d'accord avec le règlement parce qu'il dit moi je suis pas toujours là, donc j'ai handicapé. Mais il n'était pas si bon en pronostic non plus. Non, on peut lui dire. On peut lui dire. Là, il vient de freiner sur l'autoroute A26. Il a fait une fois un 3 sur 3 de mémoire, mais voilà. Donc c'était la dernière émission de la saison. Ça reprendra avec la nouvelle grille. C'est-à-dire, je n'ai pas demandé à notre responsable des programmes, ni à notre rédac chef, ni au responsable technique. Fin du mois d'août, je pense la dernière semaine du mois d'août, ça reprendra en lieu et place ici. Voilà. Merci Maxime Lictevoet de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Merci, c'est un plaisir. Merci Benoît de Quevauvillers et aussi François Launay. Je vous ai eu tous les deux dans la journée. Merci Christian Palca. Merci pendant 500 km. Merci Cédric Van Gotem. Merci mon cher Philippe Châtelain et merci Jean-Marc Devray de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Voilà, cette émission est terminée. Au revoir. Tribune Nord, c'est aussi en vidéo sur les Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais.